Je célèbre donc aujourd'hui le 10e anniversaire de la mafia médicale, de la sortie de la mafia médicale et de tout ce qui est venu avec cela. La mafia médicale est sortie le 2 novembre 1994, mais le terrain avait été préparé pour ça, à un niveau qui n'a rien à voir avec moi. Donc ce livre était en cheminement, je l'ai écrit, j'ai commencé en 90, 91, et je verrai avec vous ce que j'ai compris avant d'arriver à vraiment le rédiger entièrement. Mais j'avais déjà rencontré quelqu'un avant, parce que j'ai été en affaires pendant plusieurs années, j'avais des cliniques médicales. C'est comme ça que j'ai compris le système de la business médicale. Et en affaires, on fait ça, du marketing, puis marketing, comment on fait de la promotion. Alors, j'ai rencontré quelqu'un en marketing, puis j'ai dit, écoute, je me propose d'écrire un livre, puis ensuite un deuxième, puis comment vois-tu cela? Comment on va faire la promotion de ce livre-là? Puis elle m'a apporté plein d'informations. Elle était une personne brillante, intelligente, qui me faisait plein de propositions, de suggestions. Puis à l'intérieur, ça me disait non. Non. C'est pas parce que c'était pas intéressant. C'était super ce qu'elle me proposait. Ça me disait non. J'étais plus capable. J'étais plus capable de rester dans ce monde de business. Même là, je pouvais plus. C'était fini. Ça me disait non. Alors, j'ai pensé, puis je l'ai rappelé, puis j'ai dit, écoutez, ça me dit non. Je n'y arrive pas. Et ça, c'était au printemps. Et puis, au mois de mai à peu près, j'ai une amie qui m'appelle, puis qui m'a dit, Guylaine, on se rend compte, il y a des infirmières, puis tout ça, on va peut-être avoir un journaliste pour discuter des vaccins, mais c'est juste un petit groupe à la maison chez nous. Veux-tu venir faire un tour? C'était pas loin, elle m'appelle à la dernière minute, je me rends là, je me pointe. Et puis il y avait effectivement quelques infirmières, une mère d'un enfant, et puis il y avait Sophie Thibault qui était là, que je ne connaissais pas à l'époque. Et alors on commence à parler des vaccins. Et puis il y avait une journaliste française, Marie-Josée, je me souviens plus de son nom là, mais qui était là. Et on commence donc à bavarder. Vous savez, commencer autour d'une table, puis chacun racontait ses histoires, puis tout ça. Et moi, mon opinion était faite sur les vaccins à ce moment-là. J'avais compris l'année précédente ce qu'étaient les vaccins. Alors, on parlait, et puis ça filmait un petit peu. Il y avait quelqu'un derrière, discrètement, filmait, bon. Et puis, Sophie nous dit, je vais essayer de faire passer ça à TVA. Je suis partie à rire. J'ai dit, tu rêves en couleur. Ça passera jamais, tu sais fort bien. L'information qui est de nature à ne pas servir l'industrie ne passe pas, c'est simple. Elle m'a dit, Guylaine, à TVA, c'est pas comme les autres, mes boss sont... J'ai dit, parfait, Sophie, vas-y. Et ça devait passer au mois de juin. Et c'est pas passé au mois de juin. Imaginez-vous que j'étais pas étonnée. Et fin septembre, à peu près ce moment-ci, je reçois un coup de fil. Sophie qui m'appelle puis qui me dit, Guylaine, regarde la télévision ce soir. Il y a 3 émissions qui s'en viennent. J'allume la télévision et effectivement, il y avait les 3 fameuses émissions, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qui ont fait un chahut énorme, qui était fin septembre, 2 minutes, 3 jours d'affilée, aux nouvelles de 6 heures et de 10 heures. Et là, il y avait, moi je parlais, mais il n'y avait pas que moi, il y avait la mère dont le bébé était devenu complètement paralysé
à la suite d'un vaccin. Et il y avait une autre femme médecin également qui se prononçait, les infirmières qui parlaient. En fait, puis il y avait notre conversation, les petits bouts de film qui avaient été pris cette soirée-là. Et ça fait un bruit énorme, énorme, énorme. Jamais on a vu ça. Les gens étaient bouleversés. Toutes les mères qui faisaient vacciner leurs enfants en pensant qu'ils faisaient ce qu'il y avait de mieux pour leurs enfants se questionnaient parce que bonnes mères, ils étaient complètement bouleversés de penser qu'elles avaient mal fait alors qu'elles voulaient faire bien, donner ce qu'il y avait de mieux à leurs enfants. Ça a été un revirement psychologique énorme, énorme, énorme. Et là, est arrivé, suite à ça, des émissions, des lignes ouvertes, et il s'est mis en place tout un concours de circonstances, qu'on peut appeler des coïncidences. J'arrivais, par exemple, j'étais au Saguenay un matin, je reçois un coup de fil à 8 heures, je quittais le Saguenay, je m'en venais à Saint-Basile où j'habitais à ce moment-là, et une journaliste de Québec m'appelle, de la télévision du midi, puis m'appelle à 8 heures, je sais pas où elle m'a trouvé, comment elle m'a trouvé là, et elle me dit, écoutez, on fait une émission en direct sur les vaccins, puis elle dit, il y a seulement le côté conventionnel, il y a seulement la médecine officielle qui est représentée, puis moi, j'insiste pour qu'il y ait quelqu'un d'autre, pouvez-vous être là? Ça tombait pile, je passais à Québec à midi. C'est extraordinaire. Et ça a été comme ça, là, pendant des mois. Et arrive donc, moi, mon livre était prêt pour le 2 novembre, et je dis à Sophie, je dis, écoute, Sophie, moi, je sors, parce qu'on s'est rencontrés à cause des émissions, puis tout ça. Alors, j'ai dit, Sophie, je lui dis, je sors un livre le 2 novembre, qui s'intitule « La mafia médicale ». Elle m'a dit, ah oui? Ah ben, si tu me donnes la priorité d'une journée, l'exclusivité pour une journée, je le passe aux nouvelles. Essayez d'avoir ça, là. J'ai rien fait. Et pour elle, c'était normal. Et puis pour moi, elle me propose ça. Je dis, ben oui, parfait. En même temps, la revue Lumière m'offre la page couverture de la revue ce mois-là. Parce que j'avais fait un article sur un vaccin avec eux l'année précédente, et ils étaient donc très impliqués à faire connaître cette information-là. Et ils savaient que je leur avais dit que je sortais un livre. Et je faisais la page couverture de la revue Lumière. Puis ils m'ont dit, Guylaine, ben regarde, on va distribuer ton livre à tous les médias avec la revue. Alors, ils ont mis leur attaché de presse à mon service, c'est-à-dire que c'est pas moi qui m'en suis occupé, leur attaché de presse a fait toute la promotion. Alors, ce qui fait que le livre est sorti et tous les journaux, tous les médias, la radio, la télévision, tout le monde est informé d'un coup sec dès que c'était sorti. Je n'ai rien fait, j'ai pas mis un sou de publicité. Je vous dis ça pour vous dire que, simplement pour vous partager que quand c'est fait avec son cœur, avec juste laisser aller, prendre la décision, laisser aller les choses. Elles se mettent en place divinement. C'était miraculeux. J'aurais mis 1 million de campagnes publicitaires pour ça. Je n'aurais pas eu un résultat pareil. Jamais. Alors, je vous parle de cet incident-là parce que 10 ans plus tard, ça me revient en mémoire comme des moments absolument merveilleux. J'entends beaucoup le commentaire suivant, vous êtes donc courageuse et de combattre le système comme ça. Alors, je veux quand même vous dire un petit secret, vous donner un petit peu d'informations. Je ne suis pas courageuse. Si j'avais été courageuse, je ne l'aurais pas fait. C'était tellement fort de le faire. Ma conscience me poussait tellement fort.
Et je vous partage ça parce qu'on vit tout ça. L'information, on l'a à l'intérieur de nous et on la combat. Alors, c'est pas le combat à l'extérieur. Il n'y en a pas de combat à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il se passe le combat. Entre ma conscience et mon ego qui veut pas. Et c'est ce combat intérieur qui fait qu'on est en guerre et qu'on manifeste ces guerres-là à l'extérieur. Que ce soit la guerre avec mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes voisins au travail, les patrons, les employés, les professeurs, les élèves, c'est la même chose. C'est la guerre intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Là, vous allez me dire, tomber sa tête. C'est parfait, mais je vais vous dire comment on tombe sa tête. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie que de bons médecins, bien endoctrinés que j'étais, où est l'affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais je vais vous le dire. Quand j'ai fini mon cours en 67, j'étais convaincue que la médecine était évidemment la chose par excellence, l'art de guérir, et que, au plus tard, en l'an 2000, il n'y aurait plus de maladie. Alors, c'est pour vous dire, oui, ça peut vous faire rire, mais à ce moment-là, je le pensais sérieusement. Et j'étais donc installée, je faisais des traitements de phlébologie à ce moment-là, traitements de varices, j'avais des cliniques, mari, 4 enfants, maison en ville, maison en campagne, le beau couple, la belle famille, c'était parfait. Jusqu'au jour où j'ai divorcé. J'ai divorcé. Le divorce, c'est un package que je me suis payé. Et là, je vous dis ça parce que maintenant, je peux en rire. J'ai pas ri à ce moment-là parce que je l'ai subi. Je n'étais pas consciente que c'était moi qui créais ça. Que j'avais besoin d'un grand coup de pied au derrière pour sortir de la torpeur inconsciente dans laquelle j'étais. Mon petit confort social, financier et de toutes sortes, c'était fini. J'avais un programme, hein, puis mon âme, elle savait le programme. Guylaine, à 80, tu vas te réveiller. Mais je ne le savais pas, moi. Alors, je me suis créée, parce qu'on est créatrice, on va voir ça tout à l'heure, on va commencer par les petites affaires qu'on vit tout le monde. J'étais donc, à ce moment-là, dans ma torpeur, et je me suis créée, comme on dit en France, la totale. Hein? Alors oui, le divorce, mais ça c'est pas si mal. Mais le divorce, la perte des enfants, la perte de ma job, parce que j'étais en société en partenariat avec mon mari, donc j'allais pas rester en partenariat. J'ai voulu recommencer. Il n'y a pas une banque qui voulait m'avancer d'argent parce que j'avais 150 000 $ de dette dont j'étais pas au courant. Ensuite, la cerise sous Sunday, je pense que c'était pas assez. J'ai déménagé parce que j'arrivais plus évidemment à garder la maison que j'avais. Je suis partie à la campagne, je me suis loué une maison et je savais que c'était temporaire, que je jouais cette maison-là, le temps de trouver autre chose qui me conviendrait. J'ai fait ça rapidement. Et j'avais mis donc toutes les choses d'un deuxième déménagement. Vous savez, toutes les choses fragiles auxquelles on tient, tout ça, puis qu'on sort pas tous les jours. J'avais mis ça dans des caisses au sous-sol. Et je gardais seulement au rez-de-chaussée les choses que j'utilisais tous les jours, la vaisselle, les ustensiles, bon, puis tout, les choses courantes, quoi. Et un jour, je suis rentrée dans la maison et l'escalier de la cave, il y avait de l'eau jusqu'en haut.
J'ai fermé la porte, je suis sortie. J'ai vu ça, compris. Je me suis dit, bon, ben, il ne manquait plus que ça. La fin du détachement de tous mes avoirs. Il n'y en avait plus, c'était fini. Alors, je suis partie chez ma sœur, j'ai dit, écoute, je m'en viens, je vais passer 2-3 jours. J'ai appelé le propriétaire de la maison, j'ai dit, il y a de l'eau dans la cave. Pouvez-vous la vider? Et puis après ça, j'ai jeté tout ce qu'il y avait dedans. Alors, qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça n'a rien fait pour le moment. Ça n'a rien fait à ce moment-là. J'ai été tellement préoccupée à survivre, à repartir, à travailler, à m'occuper des enfants, à calmer les banques, à me retrouver un endroit pour vivre. J'étais tellement prise dans la survie matérielle que j'ai pas vu ce qui s'était passé en moi. Mais, tranquillement, j'ai commencé à m'intéresser à des choses autres que celles auxquelles je m'intéressais auparavant. Notamment la situation des femmes. Moi, j'avais du mal avec ça. Les femmes, pour moi, et mon modèle, évidemment, c'était ma mère, c'était des perdantes. Elles étaient peureuses, elles étaient victimes, et elles étaient, c'est pas elles qui décidaient, elles se laissaient mener et exploiter. Et je veux pas dire ça, ma mère n'était pas exploitée, mais elle était victime et pas en charge de sa vie et peur de tout. Et donc, moi, je voulais pas ça. Comme je ne voulais pas ça, j'étais en forte réaction face à ma mère. Je réalisais pas à ce moment-là que c'était à l'intérieur que ça se passait. Hein? C'était ma mère. Hein? Et ma mère était, entre autres, en même temps, une très belle femme, et très coquette, toujours mise avec beaucoup de goût. Alors moi, je m'habillais pas comme ça. Hein? J'étais en jeans. Oui, en jeans, pas chic du tout. Et je savais pas que j'étais en réaction à ma mère. Et un jour, là, j'ai commencé à suivre un séminaire. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, au séminaire, là, il y a des amis qui m'ont dit, Guylaine, ben là, je suis allée voir un séminaire, ça s'appelait, je me souviens plus du nom, là, mais c'était, je connaissais pas ça, mais je vais aller voir. Et là, la personne qui donnait le séminaire m'a dit, Guylaine, tu veux pas rentrer dans le moule de ta mère. Est-ce que tu réalises que tu es dans l'anti-moule? Ça fait boing. OK. Alors, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté de faire différemment de ma mère, puis j'ai commencé à poser des questions. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Être moi. J'ai ensuite commencé à m'intéresser au sort des femmes. Et je me disais, moi, là, j'ai vécu un divorce, ça a été épouvantable, très difficile. Puis j'ai du goût, j'ai de l'argent, j'ai de l'éducation. Les femmes, là, qui sont à la maison, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui n'ont pas d'argent, qui sont pris avec les petits, mais qu'est-ce qu'elles font? Ça doit être épouvantable. Là, j'ai commencé à développer ma compassion pour les femmes. Mais regardez ce que je faisais. Je commençais à m'occuper de mon principe féminin. Alors, vous voyez, je vous partage ça parce que c'est ça qu'on vit. C'est soit l'un ou soit l'autre qu'on a tassé. Hein? Ça peut être le principe féminin ou le principe masculin. Le problème, c'est qu'on en tasse un. Alors, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'intéresser à l'extérieur aux femmes. Et j'ai fondé à ce moment-là, avec ma sœur Henriette, l'Association des femmes d'affaires du Québec. Parce que j'ai dit, ben écoute, celles qui sont à la maison, je sais pas quoi faire pour elles, mais celles qui travaillent déjà, on va leur donner un coup de main à celles-là. Alors j'ai dit, bon, ben ça prendrait, où est-ce qu'ils sont? Mais je ne savais pas. Et souvent, en clientèle, les patientes aimaient se faire traiter par une femme médecin, puis me demandaient, est-ce que vous auriez une femme à me recommander, architecte, avocate, dans tous les domaines? Et je réalisais que on les trouvait pas, les femmes. C'était pas facile de les trouver. Ben non. Elles étaient sous le nom de leur mari ou sous le nom de l'entreprise. Alors, on les trouvait pas.
Alors, c'est là qu'on a parti le premier bottin, un répertoire des femmes d'affaires et professionnelles du Québec. Ça, c'est en 80. Et donc, encore là, je réalisais pas ce qui se passait en moi. Mais là, j'ai commencé à sympathiser avec le côté des femmes que je pouvais pas voir avant, hein? Qui était le côté plus faible, le côté qui avait plus peur. Puis là, j'ai commencé à réaliser que, moi aussi, j'en avais des faiblesses. Puis moi aussi, j'en avais des peurs. Et tout ce côté intuitif, j'ai commencé à me permettre plus d'intuition, d'écouter plus ma conscience, que ça me disait de laisser aller, développer cet aspect féminin de moi que j'avais tassé parce que quand j'étais jeune, pour réussir dans la vie, il fallait que je fasse comme mon père, pas comme ma mère. J'avais pris ça, moi, j'avais enregistré ça dans mon cerveau de petite fille. Et donc, c'était ça que j'avais mis en place. Ça a été bon, ça a permis de faire de la médecine quand il n'y avait pas beaucoup de médecins, de faire ma place partout, etc. Ça fait le boulot qui était dû, mais l'autre, il a fallu que je l'apprenne. Et tranquillement comme ça, j'ai commencé à m'ouvrir, à suivre quelques séminaires. Et là, j'ai rencontré en 83 des amis qui m'ont dit, ils ont commencé à me sortir des mots bizarres. Très bizarres, comme prana, karma, puis ils riaient de moi. Je disais, c'est quoi ça? Ils riaient de moi parce que je savais rien. Alors, prana, karma et d'autres comme ça, je m'en souviens plus. Et elles riaient de moi, et chakra, hein, ça en est un autre. Et donc, et là, elles ont commencé à me parler d'énergie. Vous savez, de l'énergie pour un médecin, là, c'est très loin de ce que j'avais appris. Elles ont commencé à me parler d'énergie, puis là, elles m'ont dit, Guylaine, il y a Arlette qui donne un cours sur l'énergie. Arlette, elle pesait à peu près 350 livres, il manquait une dent en avant, elle avait une 3e année forte. Et elle donnait des cours dans son garage. Parce qu'il fallait qu'il fasse noir, parce qu'elle nous apprenait à voir l'aura. Remettez-vous dans les années 83. Là. Moi, je suis médecin, là, puis je commence à m'ouvrir un petit peu, mais je suis pas consciente de rien de ça, là. Mais comme Arlette, elle habite dans le même village que moi, elle est à Saint-Basile à ce moment-là, je me suis dit, je vais y aller. Je ne comprenais rien, évidemment. Je ne comprenais rien. C'était du chinois. Et elle me disait toujours, je comprends bien, Guylaine, avec ton cerveau de poulailler, tu peux rien comprendre. Mais j'y allais. Puis je voyais rien, évidemment. Je vois toujours rien. 20 ans plus tard, je vois plus rien, je vois encore rien. Mais j'ai commencé à sentir autre chose, à voir les choses différemment, ça a été comme, ça se fait tranquillement, ça. Ça s'est fait à mon insu. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? J'avais oublié ma totale que je m'étais payée de divorce et compagnie. J'ai dit, moi, ça a été comme, à mon insu que ça s'est fait. Et là, entendre parler d'un petit séminaire par-ci ou par-là, j'étais à des petites choses. Et puis, à un moment donné, puis ça faisait quelques années, j'avais une voix très, très forte à l'intérieur qui me disait, tu vas aller vivre 2 ans aux États-Unis. Bon. Et là, ça me disait, là, c'est le temps. Et j'ai décidé, donc, de commencer à faire les démarches. Entre-temps, j'avais récupéré la garde des enfants, je m'étais réinstallée, j'avais des cliniques, j'en avais à Toronto. Bon, tout ça, ça allait très bien. Et là, je faisais quoi avec ça? Je voulais aller, ça me disait, va passer 2 ans aux États-Unis.
Bon, j'ai dit, j'y vais et j'avise mes enfants. Parce que là, j'avais dit, je ne vais pas demander aux enfants, là, ils ne voudront pas venir aux États-Unis. Tu sais, les enfants, ils avaient 14-15 ans, là, ça dérange. Vous ne déplacez plus beaucoup ça facilement, là. Ils ont les amis, puis bon. Alors, je leur ai dit, écoutez, moi, je pars aux États-Unis. Si vous voulez venir avec moi, vous êtes les bienvenus. Si vous ne voulez pas venir, c'est parfait aussi. Moi, j'y vais. Et là, ils ont dit, penses-tu qu'on va aller aux États-Unis? Il n'y en est pas question. Puis tout ça, j'ai dit, c'est parfait. Puis si vous voulez rester ici, je peux avoir quelqu'un pour habiter avec vous. Vous pouvez aller chez votre père. Vous pouvez aller dans un collège, n'importe quoi. Je vais vous aider à vous organiser. Mais moi, je pars. Et donc, je commence à aller voir des endroits aux États-Unis. Puis finalement, après, je passe les détails. Je m'installe en Floride. Et un mois avant de partir, les enfants me disent « Ah ben maman, on veut y aller. » J'ai dit non. Puis je vous partage ça, encore là, vous allez voir, le cheminement que je fais là-dedans, c'était de m'écouter. Moi, je partais en Floride. C'était pas mes enfants qui allaient gérer ma vie. Et donc, j'obéissais à ma conscience. Quoi qu'arrive à mes enfants, alors c'était un gros choix que je faisais à ce moment-là. Je me choisissais. Et là, j'ai dit, ben je peux pas, je changerai pas. J'ai loué un appartement pour 1 an et un endroit où il n'y a pas de place pour les enfants. J'ai loué seulement pour moi, pas pour vous. J'ai pas de place. Ah, puis ils voulaient venir avec les chevaux, évidemment. Bon, rien de trop beau. Alors j'ai dit non. L'année prochaine, je louerai dans la région où il y a des chevaux, mais pas cette année. Alors ils sont restés là 1 an. Téléphonaient tous les jours, les chicanes à la maison, j'avais le droit, je réglais ça au téléphone à distance. Bon, je passe. Et l'année suivante, les enfants sont venus. Qu'est-ce que je suis allée faire aux États-Unis? Je n'en avais aucune idée. Et ça, je vous le partage encore là parce que il y a des choses que ça nous dit de faire des fois, là, c'est très fort. Je ne savais pas pourquoi j'allais aux États-Unis. Alors, je suis partie aux États-Unis, j'ai installé, j'ai ouvert une clinique là, parce que je voulais y aller, mais je voulais pas ouvrir de centre. Mais les Américains, et je sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais les États-Unis, le monde s'arrête aux limites des États-Unis. Je sais pas si ça vous... Et ils ne pouvaient pas comprendre. Tout le reste, c'est le tiers-monde, hein, y compris le Canada. Et ils ne pouvaient pas comprendre qu'on faisait au Canada des traitements qu'ils ne faisaient pas aux États-Unis. C'était impossible. Alors moi, je leur disais, écoutez, j'ai toute la technologie, j'ai toute l'expérience, j'ai tout le côté médical. Je vais vous le donner, je vais vous former, vous en ferez des cliniques. C'est pas, moi, monter des cliniques qui m'intéressent, mais je veux passer 2 ans, je veux avoir quelque chose pour vivre. Alors, vous me paierez l'enseignement, puis ça va faire mon bonheur. Mais non, il n'y en était pas question. Alors, ils ont dit, prove it. Hein? Prove it. Si c'est vrai que tu sais le faire, ouvre-en une. Moi et toi, ouvre-en une, et puis on verra les résultats. Alors, j'en ai ouvert une. J'ai ouvert une clinique, puis j'ai commencé. Mais là, j'ai appris. Là, j'ai appris. J'avais déjà quand même des petites notions du système médical ici. Là, je commençais à me poser des questions. À me poser des questions. On n'était plus en 67 déjà. Le cancer n'était pas disparu, loin de là. Je ne pensais plus qu'en l'an 2000, il n'y aurait plus de maladie. J'étais revenue sur Terre. Et en ouvrant des centres, j'avais des centres un peu partout. Je me suis donc intéressée à ce moment-là, par la force des choses, aux affaires. Il fallait que, si c'était en Ontario, c'était l'OHIP, hein, le système médical en Ontario. Ici, moi, j'ai connu, j'étais en médecine, j'avais une clinique. Avant l'assurance maladie, j'ai vu le passage de l'assurance maladie, puis ensuite j'ai vécu sous le régime de l'assurance maladie. Alors, j'ai vu les changements. Quand j'allais quelque part, par exemple, ouvrir une clinique à Chicoutimi ou à Québec, c'est pas les mêmes. Ça se passe pas de la même façon. Partout, il y a un petit réseau médical. Et il faut comprendre la petite politique médicale partout.
parce que ça se passe pas de la même façon. Il y a un groupe qui est influent, qui contrôle toute la place dans le domaine de la santé. Puis il faut que vous sachiez qui c'est. Puis si ce groupe-là décide que vous n'avez pas un client, vous n'avez pas. Puis s'il décide qu'il vous aime, vos bureaux se remplissent dans le temps de le dire. J'ai appris beaucoup ça. J'ai appris également, en le faisant, comment un petit peu, j'ai vu la Fédération des spécialistes qui s'est formée pendant que j'étais médecin. Ensuite, la FMOQ, des omnipraticiens. J'ai côtoyé quelques personnes là-dedans. J'ai commencé encore là, sans but précis, mais tu sais, j'apprenais, mais je regardais. Puis moi, là, quand je vois quelque chose, je regarde. Quand il se passe quelque chose, qui c'est qui décide ça? Comment ça se passe? Et une chose avec l'assurance maladie qui me mettait vraiment en colère, c'est que c'était le gouvernement qui faisait les règlements. Bon, ça, c'était pas trop mal, mais ça changeait tout le temps. Tu pouvais pas dire, ben écoute, je vais monter une clientèle, puis ça va être comme ça, et puis je vais prendre un bail, par exemple, de 5 ans, et parce que tu peux extrapoler, que tu vas être capable de payer ton loyer pendant 5 ans. Paf, ils arrivaient, puis ils coupaient le traitement. Ou ils coupaient l'accès. Ou ils disaient, ça, c'est plus assuré. Ou bien, ça, c'est plus couvert. Alors, tu avais des chutes de clientèle, mais brutales, qui n'ont rien à voir avec une entreprise habituelle, sur une décision arbitraire qui t'arrivait comme ça d'un coup. Je disais, mais ça n'a pas de bon sens. J'avais beaucoup de mal avec ça. Alors, j'ai dit, c'est là que j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça marchait et à m'informer, à aller voir des gens dans ce domaine-là, et quand vous devenez amis, vous commencez à avoir des informations de l'intérieur. Puis, par exemple, en Ontario, j'étais très amie avec le président de l'Association des médecins d'Ontario. Je me souviens plus du nom, il est mort maintenant. Mais j'étais allée me présenter quand j'étais arrivée en Ontario pour ouvrir une clinique à Toronto, puis il m'avait trouvé sympathique et j'allais quitter, puis il m'a dit « May I give you an advice? » Je me suis assise très vite. « Est-ce que je peux vous donner un conseil? » Je me suis assise très, très vite. Et là, il m'a expliqué comment ça marchait en Ontario. Comment faire? Comment ne pas faire? Quoi ne pas faire? J'ai dit merci beaucoup. J'ai appliqué à la lettre. Alors, j'apprenais tranquillement comme ça. Comment ça se passait? Toute une politique, OK? Puis la finance, puis les intérêts financiers. Au Canada, c'est très caché. Ça n'est pas dit. Mais quand je suis tombée dans la soupe aux États-Unis, il n'y avait plus de secret. Là, j'allais trouver, par exemple, un médecin pour lui dire, écoutez, je veux vous informer que je suis là, que je traite des varices, tout ça. Le gars me regardait bien droit dans les yeux. What's in it for me? Il y a quoi pour moi là-dedans? Là, je faisais semblant de ne pas comprendre. Et là, je lui disais, vos patientes vont être contents, ils ont des varices depuis longtemps, vous avez sûrement la chirurgie à offrir, vous avez rien pour les petites varicosités, ils vont être contents, c'est un traitement qui est pas dangereux, qui est efficace, ça va leur coûter moins cher que la chirurgie, c'est pas nocif, les résultats, c'est beau esthétiquement, tout. What's in it for me? Puis je disais, nothing, et je prenais la porte. Hein? Il n'y a rien pour vous là-dedans, et je m'en allais. J'ai aussi rencontré des gens, des directeurs d'hôpitaux, qui me disaient, Guylaine, on n'a aucun pouvoir. Je disais, comment, vous êtes directeur d'hôpital? Il disait, non, c'est les assurances qui décident. Oh oh! Parce que nous, on est payé par les assurances. Alors, les assurances décident combien de temps dure le séjour. Qu'est-ce qu'on peut faire comme chirurgie? Combien ils payent? Pardon, pour la chirurgie, etc., etc. Là, j'ai ouvert les yeux comme ça.
Et j'ai réalisé que c'était les assurances qui menaient la médecine. Les assurances, qu'est-ce que c'est? Et là, je suis allée voir, je suis allée rencontrer le Blue Shield Blue Cross, le vice-président de Blue Shield Blue Cross à New York, qui m'a reçu dans son beau grand bureau. Et je lui ai expliqué, parce qu'il ne savait pas, c'était nouveau, la sclérothérapie, il ne savait pas comment facturer ça. Moi, je dis, je vais y aller, je vais lui dire comment ça marche, puis comment il peut faire lui. Il ne faut pas non plus qu'il rentre dans des coûts exorbitants, puis qu'il couvre tout. Il y a des choses qui n'ont pas à couvrir. Il y a des choses à couvrir. Puis je suis allée lui expliquer ça. Je croyais encore à la bonne foi des assurances et des autorités, quelles qu'elles soient. Il a été très poli. Il m'a écouté poliment et ça s'est arrêté là. Alors, j'ai réalisé que c'était pas ça qui les intéressait du tout. C'était strictement aller chercher le plus d'argent possible puis en donner le moins possible. Strictement ça, le reste n'a aucune espèce d'importance. J'ai vu également toute la technologie. Moi, j'avais appris la phlébologie française. À l'époque où j'ai fini ma médecine, on était encore sous l'influence de l'école française, où on questionnait les patients, on examinait, on touchait les patients, on examinait. Puis là, on faisait un diagnostic. Et quand on avait fait un diagnostic clinique, là, on pouvait demander une analyse d'urine, ou bien un rayon X du poumon, ou une analyse sanguine. Puis c'est à peu près ça. Alors, vous voyez que c'est loin de ce qu'on fait aujourd'hui, où on vous parle pas, on fait rien, on passe les machines, toutes les analyses. Après ça, il y a un docteur qui va peut-être vous voir. Alors, c'est le jour et la nuit, mais moi, j'ai été formée à ça, et la phlébologie que j'avais apprise, c'était comme ça. Quand la phlébologie a commencé par ces Américains, ils ramassent vite les idées, hein? Ça a commencé à savoir. Et il y a des gens qui ont commencé, des Américains qui ont commencé à faire de la phlébologie. Mais comme ils ne savaient rien, puis c'était des jeunes médecins, ils ne savent pas examiner, ils ne savent pas faire, il y a des appareils qui ont été mis sur le marché, et c'était les appareils qui, soi-disant, faisaient le boulot, avec des catastrophes, des choses épouvantables, épouvantables. Et moi, je disais, moi, il n'y aura jamais d'appareil dans mes cliniques. Et je formais les médecins, vous examinez, vous regardez la jambe, vous examinez, vous questionnez, vous examinez, puis c'était ça. Et on faisait le diagnostic clinique et je n'ai jamais rentré d'appareil dans mes cliniques. Mais moi, j'étais bien connue, puis j'étais invitée aux congrès internationaux en Europe. Alors, ça allait bien. Encore là, j'ai vu comment ça marchait. J'allais au congrès, j'ai vu le comité scientifique, je regardais qui accepte les documents qui sont présentés à un congrès, comment ça marche. Alors, c'est le comité scientifique qui décide, ce papier-là qui est proposé, cette présentation-là, on la prend, l'autre, on la prend pas. Le comité scientifique décide. Ah, c'est intéressant. Qui nomme le comité scientifique? Vous savez, je partage ça encore là pour que vous fassiez ces démarches-là. Ce que j'ai réalisé, vous pouvez juste vous ouvrir les yeux puis le faire dans votre milieu de travail. Alors, qui nomme le comité scientifique? Les organisateurs. Qui organise? Officiellement, ça va être le Canadian je sais pas quoi ou American je sais pas quoi, OK, des grands noms de collèges. Mais qui organise vraiment? L'industrie. Elle l'organise et elle finance. Donc, elle décide. C'est donc l'industrie qui décide des présentations qui sont faites au congrès. Et les médecins du monde entier vont au congrès se faire servir toute l'information qui sert qui? L'industrie. Et qu'est-ce qui est bon pour l'industrie que la population aille bien puis qu'il soit en bonne santé? Non. Il faut qu'il soit malade pour que ça soit payant. Alors là, dans ma petite tête, ça tournait. Et j'ai commencé à
de plus en plus à réaliser que le système médical n'était pas fait pour aider à la santé des gens, mais même bien au contraire, était fait pour la détériorer. Et tant que moi, j'étais amie avec ces gens-là, puis qu'il n'y avait pas d'appareil, il n'y a pas de problème. Quand les appareils sont rentrés, moi, j'ai dit non, pas d'appareil, ça a été fini. J'ai plus jamais été invitée. Plus jamais. J'étais plus leur amie. Ils m'ont plus appelé. Hein? Puis une fois, j'étais pas allée à un congrès, puis j'ai reçu une lettre, une carte postale de la sommité dans le domaine qui m'a dit « Where were you? We missed you. » Hein? On t'a manqué, où étais-tu? Là, il n'y a plus personne qui m'envoyait des cartes. Il n'y a plus personne qui m'invitait. Puis il n'y a même plus personne qui acceptait mes présentations. Elles n'étaient pas moins bonnes qu'elles étaient, OK? Mais je ne servais plus le système. Alors ça, là, ça a été... Je me suis ouvert les yeux beaucoup. Et j'ai compris jusqu'en haut comment ça marchait. Il manquait un maillon. Et je suis revenue des États-Unis en 90. Au lieu de rester 2 ans, comme ça m'avait dit, je me suis fait prendre dans le jeu, puis je suis restée 6 ans. Oui. Et c'est drôle, hein, parce qu'en 86, novembre 86, ça faisait 2 ans, j'ai été malade. Malade, pas très malade. J'avais tellement mal à l'estomac, j'étais tellement stressée que j'étais à l'hôpital. J'ai appelé un ami médecin aux États-Unis, puis j'ai dit, écoute, donne-moi du Démérol, là, que je m'endure plus. Il m'a dit, Guylaine, je peux pas te donner ça officiellement. Viens à l'urgence, puis je vais te faire une injection, puis ça va te soulager. Alors, je vais à l'urgence, sauf qu'une fois que j'ai eu l'injection de Démérol, moi, j'étais partie. Et puis là, il voulait m'opérer. Mais moi, là, j'étais plus là. Mais finalement, il y avait une amie qui était là, puis qui a dit, non, jamais. Elle parlait pas un mot d'anglais, mais ça fait rien, c'était non. Elle comprenait, c'était non. Alors, j'ai évité ça, sauf que je l'avais l'information déjà, là. Arrête, c'était fini. OK? On l'a toujours, l'information. Notre conscience nous dit toujours, tourne à gauche, tourne à droite, arrête, avance. Il y a juste à l'écouter. Je l'ai pas écouté. Je me sentais obligée de continuer parce qu'il y avait des gens qui avaient investi en mes cliniques. Je me sentais responsable. Je disais, si j'arrête, ils vont être déçus, ils vont perdre de l'argent, je peux pas faire ça. J'ai continué et j'ai perdu plus d'argent, c'est pas grave. Et puis je suis revenue, je suis rentrée donc au bout de 6 ans, mais là je savais comment ça marchait. Mais il manquait un élément. Ça, c'était en 90. Puis également, l'autre chose que j'ai apprise aux États-Unis qui est très, très importante, parce que toujours mon petit principe féminin, il continue à grandir là-dedans. Et en affaires, il y a un dilemme avec lequel j'ai été confrontée aux États-Unis, c'était le bottom line. Hein? Le bottom line, c'est les profits. Il faut que tu fasses des profits. Parce que sinon, les banques te prêtent pas d'argent, sinon tu risques pas, tu fermes tes portes. Bon, il faut faire des profits. Alors, moi, quand j'étais médecin, je voulais être bon médecin, puis ça, c'était très important. J'étais bonne, j'avais pas de problème avec ça. Mais là, je voulais être aussi une bonne femme d'affaires, tu sais, c'était l'autre côté de la chose. Puis là, je me disais, comment vais-je concilier ça? Parce qu'il y en a un, il faut que tu fasses le plus de profit possible. Si tu fais le plus de profit possible, il faut que tu donnes le moins de services possible. Hein? Regardez ce que font nos gouvernements. Tu prends le plus de cash possible, hein? Puis tu donnes le moins possible, puis là, tu fais le plus de profit. C'est simple. Il y en a qui font 4 ans à HEC pour comprendre ça. C'est pas nécessaire. Tu augmentes les revenus, tu coupes les dépenses, tu fais plus de profit, et là, tu peux aller sur le marché de la bourse, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Hein? Puis ensuite, tu suis ta cote en bourse, puis si elle dégringole un petit peu, il faut que tu coupes encore plus les dépenses, donc les employés, que tu fasses augmenter encore plus les revenus, tu montes tes prix, puis au lieu de mettre ça dans 4 litres, tu en mets dans 2 litres, 3 litres et 80. Hein? Tu commences à couper, à réduire ce que tu donnes. Bon, on le voit, on le constate tout le temps et c'est comme ça.
Mais au moins, là, qu'est-ce que je fais comme médecin? Je voulais donner ce qu'il y avait de mieux comme médecin, puis aussi avoir un beau bottom line dont je serais fière. Et je me souviens que j'étais arrivée à la conclusion qu'il y avait 2 bottom lines. Et il fallait que les 2 bottom lines, donc celui de la qualité et celui de la quantité qui était l'argent, de l'âme et le corps, quelque part, que les 2 bottom lines soient en équilibre. Mais comment est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire, il faut que j'assure d'abord de payer mon loyer pour mes employés. Si j'assure pas ça, je peux pas, je vais fermer les portes. Il n'y en aura plus de business. Ça, tu sais, il n'y aura pas l'équilibre entre les deux, il n'y aura plus de business. Alors, je m'assurais déjà de ça. Sauf que je pouvais pas grandir là-dedans. J'arrivais jamais. J'étais tellement occupée avec celui-là, j'arrivais pas à grandir là-dedans. Mon principe féminin. OK? Et l'autre, c'était mon principe masculin. Et c'est comme ça. Et c'est quand j'étais à la New York, voir je pense que c'est cette fois, en tout cas, j'étais à New York, puis à un moment donné, ma lumière s'est faite. Puis j'ai dit, en même temps, j'avais un questionnement aussi. Ce que c'est qu'il y avait tout un questionnement sur le Saint-Esprit. Ça m'avait toujours chicoté, cette affaire-là. Hein? Puis je voyais bien qu'il y avait un triangle, là. Et le Saint-Esprit, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est quand les 2 étaient égaux en bas, les 2 premiers angles étaient égaux, automatiquement, le 3e se mettait en place égal. Et que ça faisait un triangle équilatéral. Et que les coins pouvaient changer de place. Les 3 pouvaient changer de place. Vous vous souvenez, on a appris ça en géométrie. Et là, je comprenais que si j'arrivais à faire l'équilibre entre le principe féminin et le principe masculin, l'esprit et la matière, que j'aurais le 3e élément qui est l'ouverture sur le divin. C'était à peu près là quand j'étais aux États-Unis. Et puis je l'avais oublié, c'est que l'autre jour, j'avais revu une vieille cassette, je cherchais quelque chose, puis je me voyais en train d'expliquer à télévision, une interview, le double bottom line. Puis je dis, oh père, regarde donc ça, puis ça m'est revenu, je l'avais oublié. Et donc, quand je suis revenue ici, j'en étais là, dans toute cette chose-là, et je voyais bien, ah oui, il y avait l'autre chose, je me disais, bon, ben, si la médecine, ça ne règle pas nos problèmes, et que c'est parce que les gens donnent leur argent aux compagnies d'assurance qu'ils perdent leur pouvoir. Il faut donc qu'on reprenne notre pouvoir. Et là, instinctivement, je m'étais dit, bon, ben, que les gens reprennent leur argent, qu'ils arrêtent. Aux États-Unis, c'est facile. Ils peuvent ne pas s'assurer auprès d'entreprises, de compagnies d'assurance. Ils peuvent s'assurer entre eux. Alors là, dans ma tête, là, j'étais en train de faire tout un cheminement, puis j'étais arrivée à constater que le vrai pouvoir était entre les mains du patient. Et que le patient, s'il n'y avait pas le traitement qu'il voulait, c'est parce qu'il avait donné 2 pouvoirs. Un aux compagnies d'assurance pour l'argent, un au docteur pour le traitement. Allons voir maintenant le docteur. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, le docteur obéit, il vous régurgite aveuglément ce qu'il a appris sans jamais se demander d'où ça vient. Comme on fait tout le monde. Hein? Il n'est pas pire. C'est exactement mon miroir. Alors là, j'ai réalisé que c'est parce que le patient prenait pas sa place, avait délégué son pouvoir aux médecins et aux assurances, que le patient n'avait pas un traitement qui le servirait lui et non pas les intérêts de ces gens-là. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est intéressant. J'ai dit, on parle toujours du corps médical. Hein? Mais je me suis dit, si un corps, il doit bien avoir une âme. J'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. Où est-elle? L'âme, c'est l'essence, la raison d'être. Ben, c'est le malade. Le malade, c'est la raison d'être. S'il n'y a pas de malade, est-ce qu'il y a un corps? Ben non, il n'y a pas de corps médical, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de système.
Donc, j'ai pris conscience que le pouvoir ultime du système médical, c'est le malade qui l'a. C'est l'individu. Et de là, je suis arrivée à la conscience de la souveraineté individuelle. Que la souveraineté étant le pouvoir suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Parce que le malade, s'il dit non au docteur puis qu'il ne paye pas, il n'y a personne, il n'y en a plus de système médical. C'est clair. Alors, que le pouvoir suprême est entre les mains de l'individu, de la personne, c'est là qu'il se trouve le pouvoir suprême. En même temps, il y avait la souveraineté du Québec. Hein? Moi, en 80, j'avais un gros oui sur mon pare-choc, je me chicanais avec les noms, j'ai tout vécu ça. Mes enfants disaient oui, puis ils savaient pas pourquoi, c'était parfait, ils avaient besoin de dire oui. Alors, j'ai vécu ces moments-là, puis qui vous rappellent des souvenirs sûrement, où c'était très intense. Mais je voyais bien en même temps, quand j'ai entendu Bernard Landry une fois dire il y aura une armée québécoise et on va garder la monnaie du Canada. On va être un peuple libre et on va avoir la monnaie du Canada. Puis moi, je regarde ça, puis j'ai bien de la misère à continuer d'avoir la face d'une souveraine étrangère dans un Québec souverain. Ça ne passait pas. C'était impossible. Vous savez, je vous dis ça, là, c'est tellement gros. On a acheté des affaires pareilles. On a cru. On a cru qu'on pouvait être souverain en gardant la monnaie. On croit que le Canada est souverain. Puis regardez, on a l'information. Nous sommes une colonie britannique. C'est tout. Rien d'autre. C'est ce que nous sommes. Mais on veut croire qu'on est un pays souverain. C'est pas vrai. Et vous allez l'apprendre un jour qui vont venir, que ça vaut pas plus que ce papier-là. Ce papier-là vaut rien. Et le Canada, c'est une compagnie. Qu'est-ce que c'est qu'une compagnie? C'est incorporé. C'est un corps sans âme. Ça n'existe pas. C'est comme le corps médical sans malade, ça ne peut pas exister. Alors on appelle ça incorporé ou bien limité. Limité, c'est pas divin. Hein? L'âme est illimitée. Le divin, c'est illimité. L'éternel. Hein? Ça le dit, on le dit. Une compagnie, c'est limité. Alors, c'est un pays limité, une province limitée. Regardez, c'est nous qui sommes inconscients. On a l'information. On l'a. Là, on tripote ça tous les jours. On ne regarde pas. On a les yeux fermés. On dort au gaz, comme dit Jean. J'aime beaucoup l'expression. L'expression qui est chère à Jean. Alors, j'étais... donc, sur le plan politique aussi, je me posais des questions. Je me disais... C'était sympathique, la souveraineté du Québec ramène le pouvoir, tu sais, le bon mouton noir que j'étais, j'aimais ça, mais en même temps, je me disais, c'est pas ça, c'est pas possible. Mais quand j'ai trouvé ma souveraineté individuelle, wow, les Québécoises et les Québécois en tant qu'individus, oui, ils ont le pouvoir. Pourquoi? Ben parce qu'ici, ils arrêtent de payer l'impôt. Il n'y en a plus de corps politique. C'est tout. Alors, l'âme politique, c'était encore la même chose. L'individu, la souveraineté individuelle, le pouvoir est dans l'individu. Et la même chose sur le plan religieux. Bon, j'ai quitté tout ça il y a plusieurs années. Quand j'étais jeune, j'ai été élevée dans une région catholique, comme la plupart d'entre nous. Puis un jour, non, ça marchait plus, puis j'avais tellement de conflits d'autorité avec le curé, il voulait que je mette un truc sur la tête, et c'était non. C'était non. Il me téléphonait chez nous pour m'engueuler. Ça a été non, puis j'ai arrêté d'y aller après un certain temps. Et mais j'ai jeté le bébé puis l'eau du bain, hein, vous connaissez l'expression?
la religion puis tout ce qui va avec parce que c'était intimement relié. Tout le côté spirituel, c'est-à-dire l'âme, le côté de nous qui ne se voit pas, c'était la religion. C'était lié avec la religion. Alors, si tu bazardais la religion, tu bazardais tout parce qu'il n'y avait pas autre chose. Mais là, avec mes amis de karma, puis de prana, puis de machin... Oui, chakra. J'entendais parler d'autres choses. Les médecines douces sont rentrées pendant ce temps-là. Souvenez-vous de l'époque de Châtelaine, avec Monique de Gramont, Francine Monpetit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le Femme d'aujourd'hui avec Aline Desjardins, OK? Qui ont été là très importantes pour l'évolution des femmes. Les femmes à la maison, qui étaient encore à la maison, ils regardaient Aline Desjardins à 1h l'après-midi. Puis Aline Desjardins faisait venir du monde qui disait des choses différentes un petit peu. C'était moins contrôlé à ce moment-là. Et Châtelaine, moi j'avais demandé à Francine Monpetit, mais Francine, comment peux-tu écrire des articles comme ceux-là? Elle me dit, Guylaine, c'est pas compliqué. Elle dit, c'est le head office est à Toronto, puis il parle pas français. Donc, tant que la revue se vend, ils posent pas de questions, puis ils essaient pas de lire. Alors, mais ça fait faire un grand cheminement. Les médecines douces, des articles, Monique de Gramont faisait des articles sur l'ostéopathie, la naissance à la maison, des tas de choses, l'homéopathie, toutes les médecines douces, ça commençait à ce moment-là, l'acupuncture, hein? Puis ça commençait, mais d'avoir Châtelaine qui était la revue que les femmes lisaient à l'époque, ça ouvrait la conscience. Alors c'était ce mouvement-là dans lequel j'étais portée, mais avec mon expérience à moi qui était dans le milieu médical. Alors me voilà donc que je reviens, en 90, je reviens à la maison, et là, j'ai un ami qui m'appelle, j'oublierai jamais ça, janvier 91. Puis là, je m'étais dit, j'ai vendu aux États-Unis mes cliniques, je viens ici, je vends, puis je vais sortir un livre, il faut que les gens sachent comment ça marche. Le système, ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas continuer. Moi, j'ai mis des années, en me posant des questions, puis en étant sur place, à comprendre, faut au moins que les gens le sachent. Ça commençait à devenir pas mal clair dans ma tête. Et un ami m'appelle puis me dit, Guylaine, j'étais en avion, puis je lisais un livre, puis à chaque page, je pensais à toi. Ah, ben j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Alors c'était, mon Dieu, comment il s'appelait le livre? La dernière valse des tyrans, de Ramta. Alors je vais acheter le livre, j'ai lu toute la nuit. Puis là, j'ai compris. Il manquait un élément qui était là, c'était au niveau mondial. J'étais pas allée, moi, au niveau mondial des sociétés secrètes, des décisions qui se prennent à un autre niveau que même au niveau canadien. Et là, j'ai compris que toutes les politiques de santé, parce qu'il y avait quelque chose qui me titillait, où j'avais pas la réponse, c'était que les politiques étaient les mêmes. Aux États-Unis, c'est un système capitaliste. Au Canada, c'est un système socialiste. En France, où j'allais, c'est hyper socialiste. Ben, en bout de ligne, c'est exactement la même politique partout. Il y avait des étiquettes différentes. Aux États-Unis, c'est privé. Ben oui, ils sont 1500 compagnies d'assurance. Au Canada, ici, il n'y en a rien qu'une. On a simplifié la chose. C'est pour ça qu'ils ont essayé de faire l'assurance publique. Alors là, c'est important, je vais vous expliquer après qu'on s'ouvre les yeux, ce que c'est que le privé puis le public, ce que ça veut dire. On est dans des leurres incroyables. Alors, ça là, ça manquait, ce bout-là. Comment ça se fait que même avec des systèmes différents, des pays différents, c'est la même chose que je vois partout? Et là, quand j'ai lu le livre, j'ai compris. C'est que les politiques sont prises au niveau mondial, au niveau de l'OMS, l'OMS n'étant rien d'autre que le ministère de la Santé du gouvernement mondial, de l'ONU, et que c'est là que les décisions se prennent.
et que quand elles sont prises là, elles sont appliquées par tous les pays membres. J'ai compris également, quand je suis revenue, c'est en 93, que a eu lieu la fameuse, là on s'approche du livre, le livre sort en 94, OK? Alors j'étais en train de liquider mes cliniques, de trouver à les vendre, puis j'écrivais mon livre pendant ce temps-là, puis bon, je m'en allais vers passer à autre chose. En 93, je regarde la télévision et je vois une annonce de campagne de vaccination massive contre la méningite. Vous vous souvenez de celle-là? Puis il disait, on vaccine tout le Québec, pas l'Ontario. Moi, j'ai dit, c'est drôle, les microbes, c'est plus comme ce que j'ai appris à l'école. Non, ils ont appris à lire, quand ils voient Ontario, ils arrêtent. Extraordinaire. Vous savez, là, puis c'est pas, on n'a pas besoin de faire un cours classique pour se poser ces questions-là, on se les pose plus. C'est du bon sens élémentaire de fond de cuisine, là. C'est rien, là. Mais on se pose plus ces questions-là. Et ils disaient à la télévision, il y a seulement quelques cas, mais on vaccine tout le monde. Quoi? C'est quoi ça? C'est pas une épidémie, mais on vaccine quand même tout le monde. Moi, là, j'ai dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Là, j'ai pris mon papier et mon crayon, puis j'ai envoyé un communiqué de presse partout, à tous les médias. Puis j'ai dit, écoutez, moi, je me pose des questions. Puis je signe, il y a un octo, puis médecin. Là, j'ai dit, mon titre, il faut que ça serve. Alors. Mais c'était juste de bon sens. J'ai dit, écoutez, arrêtez de dire des affaires pareilles, ça a pas de... Il y a quelque chose qui n'a pas d'allure, mais je savais pas quoi. Là, j'ai commencé à apprendre des choses. Là, j'ai commencé, et en 80... Ah oui, juste avant ça, j'étais allé à un congrès aux États-Unis, pour autre chose, qui n'avait rien à voir avec ça. Et voilà donc, à ce congrès-là, il y a une femme qui commence à parler des vaccins. Une femme médecin qui parle des vaccins, puis qui commence à dire l'information que moi, j'avais pas entendue comme médecin. Ce que j'ai écrit par la suite, quand je me suis informée, mais je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. J'ai fait vacciner mes 4 enfants. Moi, je pensais que c'était bon, les vaccins. Je ne m'étais pas posé de questions. Sauf que, là, je l'écoute. Eva Sneed, je ne peux pas oublier son nom. Et je vais la trouver après. Puis j'ai dit, écoute-moi, là. Moi, ce que tu me dis, ça passe mal. Je veux pas ne pas te croire ou te croire, là. Mais j'ai besoin de savoir où tu as pris ça. Où as-tu pris cette information-là? Elle m'a dit, toi, tu parles français. Contacte la Ligue française pour la liberté des vaccinations, Simone Delarue. Elle me donne le numéro de téléphone. Je rentre à la maison, j'appelle Simone Delarue. Oh oui, madame, oui, nous avons de l'information. Paf, il m'arrive une boîte comme ça. J'en ai eu de l'information. Alors là, je suis rentrée là-dedans, j'ai lu, et donc tout ça a coïncidé avec la campagne de la méningite. Vous voyez comment tout se met en place, on n'a pas fatigué à essayer de faire des stepettes, tout vient quand c'est le temps, et c'était temps que je prenne connaissance de ça, j'ai pris connaissance de ça, et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Alors, j'ai commencé là, à tempêter, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à dire, et c'est là que la revue Lumière de l'époque, qui n'existe plus, qui était dirigée par Annie Laforêt, qui maintenant, on le cite alchimède.com, là. Annie me contacte, puis elle me dit, on voudrait vous interviewer. Alors, parfait, je m'en vais à Québec. Et puis là, je savais. J'avais lu, je savais, et là, je donne une information claire, précise, qui passe dans la revue, plusieurs pages. Un mois après, je reçois une lettre du Collège des médecins. Et qui me dit d'arrêter ça, ou je me souviens plus quoi, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Puis moi, c'était pas mon métier, alors j'allais pas continuer. J'étais pas partie, moi, en croisade contre les vaccins, mais c'était tellement gros l'histoire de la méningite, je pouvais pas ne pas le dire.
Et c'est comme ça qu'arrive, pendant ce temps-là, j'écrivais mon livre, j'avais de plus en plus d'informations. Et c'est comme ça qu'en 94, il y a eu cette rencontre qui nous a amenés aux 3 émissions de fin septembre avec lesquelles j'ai commencé tout à l'heure. Et ces 3 émissions-là ont été une bombe monumentale, un éveil énorme de la population, absolument énorme de la population. Et puis, quand la mafia médicale est sortie, ça a été la cerise sur Sunday, évidemment, qui a été accueillie de 2 façons. La première façon, ça a été un grand choc pour tous les gens qui ne savaient pas, les gens qui n'avaient aucune idée de rien. Ça a été très choquant de voir d'abord un médecin qui tenait un langage pareil. Et je veux vous signaler qu'il y a en aucun moment il y a de la critique ou du jugement. Il y a juste l'explication du système. Mais tous mes confrères, par exemple, tous les confrères consoeurs en médecine ont pris ça personnellement. Pourquoi? Et encore là, je vous le partage parce qu'on fait ça tout le monde. On s'identifie à sa job. Alors, mais je ne suis pas ma job. Je suis pas un médecin, encore moins le système médical. Mais vous allez voir comment on s'identifie à être une mère. Hein? Il n'y a pas seulement des médecins, là. Il y a des mères, on joue à la mère. Puis on joue à la grand-mère. Hein? Puis on joue à l'infirmière, puis on joue à la comptable, puis on joue des rôles. C'est tout faux. C'est tout faux. Je savais pas tout ça encore à ce moment-là. J'avançais à petits pas, mais j'ai bien compris que mes confrères et consoeurs, ils ont tout pris ça personnellement. Elle nous critique, elle nous dit qu'on est des niaiseux, des vendus, des ci puis des ça. Jamais c'était écrit dans le livre. J'ai demandé, où est-ce écrit? Vous avez vu ça? Mais il n'y avait rien à faire. Ils étaient blessés parce qu'ils s'identifient au système médical. Les autorités médicales, évidemment, n'étaient pas du tout intéressées par le sujet, ou ont été très intéressées à faire en sorte qu'un médecin, un des médecins, et là, je vais faire une petite parenthèse, j'ai compris seulement plus tard, bien après, comment ça fonctionne le membership, hein? Qu'on est membre d'un bateau. Et vous allez voir, quand vous allez suivre des cours avec Sylvain, avec Jean et tous ces cours-là, comment on est embarqué, la loi est embarquée dans un système où il n'y a plus que le corps. Et que ce qui remplace l'âme, il n'y a pas d'âme. C'est donc un corps avec un capitaine tout-puissant à bord qui a droit de vie ou de mort. Et c'est ça le membership. Et quand j'ai allumé, quand j'ai compris ça, et donc en tant que membre du collège, ils m'ont envoyé un petit papier que j'avais signé, j'avais complètement oublié ça, on rentre puis je signe les papiers, tu sais, tu deviens médecin, tu signes ça au collège des médecins. J'ai relu le petit papier avec des yeux autres qui disait que je devais obéissance aveugle à tout, que je me soumettais aveuglement à tous les règlements du collège des médecins. Et qui fait les règlements du collège des médecins? Et là, je remonte. OK? Faites toujours l'exercice. Qui fait les règlements du collège des médecins? La loi, le système de loi et profession, là, le code des professions. Et de qui cela relève-t-il? Du gouvernement. Et de qui relève le gouvernement? De l'argent. L'argent mène le monde. On le sait, mais on ne sait pas comment. Hein? Alors, c'est important. On sait qu'on se fait fourrer quelque part. On ne sait pas comment. Mais c'est important d'apprendre comment. Et là, on comprend. Alors, j'ai compris seulement plusieurs années plus tard comment c'était évident qu'ils ne pouvaient même pas tolérer qu'un membre n'obéisse pas au silence, hein? C'est ça, la loi du Collège des médecins, c'est le silence. Tu suis la ligne de parti. Mais la ligne de parti, c'est en politique.
Hein? En médecine, en droit, c'est le barreau, partout. Il y a les institutions qui vous disent ce que vous pouvez faire et comment vous devez exercer la médecine. Sachez qu'un médecin qui va prescrire moins d'antibiotiques, ça va sortir sur l'ordinateur et qui va voir, donc, il y a une visite du syndic, qui est la police du collège, pour pratique déviante. Alors, c'est à ce point-là, c'est l'armée, dans tous les domaines. Prenez bien conscience de ça. Alors, quand j'ai vu ça, que j'ai pris conscience que c'était une organisation comme ça, évidemment, je savais que c'était d'avance que je serais radiée. Avant de sortir mon livre, je savais tout. Hein? Je savais très bien qui j'avais affaire. Je savais le collège des médecins. J'avais décrit dans la famille mafieuse, hein? Qui est le collège des médecins. Son rôle, pas qu'ils sont... C'est pas mal, c'est pas bien. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous parler du bien et du mal. Il n'y a pas de bien et de mal. C'est seulement quand je suis dans la dualité que je reste dans le bien et dans le mal. Tout est expérience divine. Et quand je dis divin, là, je parle de l'âme. Il n'y a pas de bien et de mal. Et j'étais déjà partiellement dans cette conscience-là quand j'ai écrit le livre. Et j'étais surtout dans la conscience de pas me battre. Alors, un procès, c'est quoi? C'est de la guerre. Alors, moi, quand je suis allée au procès, j'y suis allée parce que j'allais pas leur donner ma démission sur un plateau d'argent. Vous allez la mériter. Vous allez la mériter, puis ils ont dit, si vous démissionnez pas, on va vous forcer, on va vous faire un procès, puis on va vous enlever le droit de pratique. J'ai dit, parfait. Très bien, allons-y. Mais j'allais pas mettre d'argent là-dedans. Je savais que c'était pipé, je savais que la décision était prise davantage. C'était clair. OK, il n'y avait pas besoin de le dire. Tout le monde, on savait autour de la table, quand je les ai rencontrés. On savait très bien de quoi on parlait. Mais j'ai dit, vous allez le mériter. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait ma promotion. Les journaux, c'était fini, la mafia médicale était sortie, mais là, le procès rembarque. Alors, les journaux continuaient, puis on continuait. Il y en a un qui a été assez malin pour voir ça. C'est Augustin Roy. Puis Augustin Roy, il disait qu'il faut qu'ils arrêtent de faire de la publicité Guylaine Nanto. Je disais, chut, chut, tais-toi. Alors, ça a été un moment très particulier où je faisais que ça. Pendant 3 mois, je n'ai fait que cela. Faire des interviews à radio, à télévision, tout ça. Puis après 3 mois, pof! D'un coup sec. Là, les articles ont commencé à sortir dans les journaux sans interview. Et des articles qui étaient de dénigrement complet. Là, OK, l'OMS et compagnie... L'industrie venait de donner des ordres et tout le monde obéissait. Pourquoi tout le monde obéissait? Comment pouvez-vous imaginer et puis les journalistes, ils me disaient, oh, c'est le fun, puis si vous avez une chance, téléphonez-nous, on va vous réinterviewer. L'enthousiasme était très grand. Du jour au lendemain, tout ça est arrêté. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont reçu des ordres. Oui, mais je dis, ce monde-là, ils avaient quand même un enthousiasme, ils savaient bien, ils ont lu le livre, ils aimaient ça, ils croyaient, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont vendu leur âme pour garder leur job. Est-ce bien, est-ce mal? Ni bien ni mal. C'est ce que nous faisons toutes et tous, tout le temps. Alors, ça s'est arrêté, et là, plus personne n'a entendu parler. Ça a été fini. Il y a eu un petit peu pour le procès, quand il y a eu quelques petits coups d'éclat, mais ça a été fini et on n'en parle plus depuis ce temps-là. On ne parle plus de rien. Vous prononcez le nom de Guylaine Nanto, ça fait les cheveux viennent comme ça. Ou bien on adore. Alors il y a un groupe de gens donc qui n'ont pas aimé du tout et il y a des gens qui ont adoré et moi j'ai découvert toute une catégorie de personnes que je ne connaissais pas, qui étaient les gens qui pratiquaient les médecines douces dans l'ombre depuis des années, à se faire harceler, à se faire ridiculiser,
à se faire boycotter, à se faire traîner en cours. Et ces gens-là, évidemment, pour eux, j'étais un espoir extraordinaire parce qu'un médecin qui osait dire ça tout haut, c'était ouf! Après 15 ans, 20 ans de travail solitaire dans leur cabinet, envers et contre tous, parce qu'ils y croyaient. Alors, ça m'a amené beaucoup de gratitude pour tout le travail qui a été fait dans l'ombre, dont je n'étais pas consciente. Et ça m'a appris que souvent on fait des choses puis ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais mon Dieu, que c'est important. Que c'est important. Puis c'est ça qui compte. J'ai réalisé, c'est pas ce qui fait un gros éclat, parce que gros éclat a été fait puis ça a été fini. Moi, j'ai fait, bon, c'était ça. Moi, c'était ça ma partition à jouer dans l'orchestre. Mais il y avait un orchestre parce qu'il y avait des personnes que depuis des années jouaient leur petite toune tranquillement. Pas fort. Du mieux qu'ils pouvaient parce qu'elles y croyaient. Alors, ça a été un très, très beau moment pour moi, cela. Ça finit avec le procès où je me suis défendue seule et pas défendue parce que je savais c'était vraiment une pièce de théâtre, c'était une rigolade. Ça a été de tout. Le procès, ça a été pour moi une expérience extraordinaire. J'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai ri. Je me suis chicanée avec le juge. J'avais des gens, par exemple, une journée où mon témoin avait fini, puis il était, je pense, 2h de l'après-midi. Alors là, il m'a dit, amenez votre témoin suivant, mais il était dans l'avion, mon témoin suivant. Puis si j'arrêtais, le procès, c'était fini. Mais j'avais fait venir mes témoins, moi. Alors, il était dans l'avion, puis là, je disais, qu'est-ce que je vais faire? J'avais aucune idée. Puis à un moment donné, ploc, c'est venu. Continue de questionner. J'ai plein de questions qui sont venues, puis celui qui est encore là, j'avais plus rien à dire. Et plein de questions qui sont venues, je l'ai tiré jusqu'à 5 heures. Pendant ce temps-là, mon hôte est arrivé en avion, et le lendemain, je l'amenais. Alors, ça a été une saga, il y a des personnes qui ont cité, ils ne pouvaient pas le croire. On ne peut pas le croire. Il y a un livre qui a été fait là-dessus. Si vous voulez vraiment perdre vos dernières illusions, si vous en avez encore sur le système médical, lisez ça, ça va faire la job. Si vous voulez en garder, lisez-le pas. Parce que c'est vraiment, les bras nous en tombent. C'est incroyable. Et donc, avec Jean, on a fait un petit bout, j'ai décidé d'aller en appel, puis là, j'ai vu que je glissais dans la guerre. J'ai arrêté ça tout de suite. J'ai dit non. J'ai arrêté ça. Et là, je suis revenue, donc, au collège. Et puis, j'ai commencé, moi, pas mon plaidoyer, mais en tout cas, comme témoin, mon témoignage, voilà. Et puis, là, ils ont commencé à boycotter tout ça, puis j'ai dit, parfait, c'est fini, j'arrête. Ils ont dit, mais vous ne pouvez pas arrêter. Ah, puis je dis, moi, j'ai fini. Vous, si vous voulez continuer, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fini. Et c'est là où je leur ai remis à la fois ma démission et ma déclaration de médecin libre. Comme quoi, je suis médecin libre. Bye, continuez votre party. Moi, c'est fini. Je m'en vais vers autre chose. Moi, je vais faire... Et j'avais compris à ce moment-là que c'était pas la médecine qui allait aider à la santé de personne. De toute façon, j'avais plus rien à voir avec ça. Je quittais et je suis partie. Et ça a été le désarroi complet. Ils m'ont même redemandé de venir. Et non, ils ont fini le procès sans moi. Ils m'ont jugé, ils m'ont trouvé coupable. 30 points. Les experts qui étaient venus dire il n'y avait rien qui a été relevé. Des experts du monde entier. La crème, OK? Il n'y avait rien dans le jugement, rien. C'est extraordinaire. C'est même pas inimaginable qu'on puisse faire ça. C'est tellement gros, c'est pas imaginable. Je suis gênée pour eux. Je suis mal à l'aise. J'ai honte pour eux. Je pouvais pas le croire qu'ils puissent. Ils mettaient même pas les formes. C'est incroyable.
Alors, et avec une facture. Oui, 20 000 19 000 quelque chose pour, je sais pas quoi, les frais de je sais pas quoi. Puis ça, j'ai dit, bien, non, oui, désolé, c'est pas ici que vous allez le trouver. Et là-dessus, je vais faire une dernière parenthèse avant qu'on prenne une pause. Quand en 91, j'ai compris le système, et là, j'ai compris le nouvel ordre mondial, où on s'en va, la puce, les banques, comment ça marche, l'argent. Là, j'ai dit, mais je peux pas, il faut le dire. Il faut le dire. Moi, c'était toujours, il faut le dire. Il faut que tout le monde sache ça. Alors là, mes amis me disaient, Guylaine, t'es folle. Tu vas te faire tuer. Ouais. Bon. Et là, ça a marché. Pendant 1 an, je me suis tue. Mais ça me disait, à l'intérieur, dis-le, dis-le. Et l'année suivante, donc en 92, ma sœur Henriette qui faisait la tournée, il y avait l'association des femmes d'affaires avait grossi, puis il y avait des chapitres partout dans la province. Et Henriette, donc, me dit, je me sens pas en état de faire la tournée de conférence cet automne. Veux-tu la faire? Pas de problème. Et me voilà donc partie. Mais moi, là, j'avais une chose en tête. C'était juste ça dont je voulais parler. Puis j'ai dit, ben, écoute, les femmes d'affaires, il faut qu'ils sachent comment ça marche. J'en ai fait 6. Oui, puis ils étaient bien rapprochés les unes des autres parce que les chapitres se vidaient. Aussitôt que j'étais passée, tous les membres démissionnaient. Il n'y avait plus personne. Alors Henriette m'a dit, je ne sais pas de quoi tu parles, mais je pense qu'il vaudrait mieux que tu arrêtes. Alors, j'ai arrêté, sauf qu'à ce moment-là, je portais toujours cette peur de me faire tuer. Mais j'avais décidé, ils me tueront, mais l'information va sortir. Il faut que ça sorte, c'est pas possible. On peut pas continuer de ne pas savoir cela. Et comme j'avais peur à ce moment de me faire tuer, je m'étais défait de tout. J'avais une maison. Alors, je m'étais défait de ma maison et que je l'avais vendue à ma sœur qui habitait chez moi. Alors, je lui avais dit, si je me fais tuer, tu vas pouvoir garder la maison puis garder les enfants à la maison. Moi, mon seul souci, c'est que mes enfants continuent à avoir un toit. Alors, j'ai dit, tu pourras garder la maison puis tu pourras loger les enfants. Parfait. Sauf que quand ils ont commencé, le collège voulait courir après moi, j'avais rien. Et en janvier 93, comme j'avais des baux puis tout ça, puis j'ai j'ai donné mes cliniques, j'avais plus rien. Alors j'ai fait faillite. Mais j'avais plus à maison mon nom. Regardez comment les choses se mettent en place. J'avais rien fait pour ça, là. C'était fait en 92. J'ai fait ça, puis j'ai fait faillite en janvier 95. J'avais plus rien. Alors, puis quand le collège est arrivé, il m'a dit 20 000 $, peux-tu toujours courir après moi? Je sais pas, tu vas le prendre ton 20 000 $? J'ai rien. Alors, quand on n'a rien, c'est moins intéressant. Alors, c'est comme ça qu'a fini la saga du collège. Et pendant tout ce temps-là, évidemment, il se faisait un cheminement. Quand j'ai fini la mafia médicale, j'étais très consciente. La dernière étape était, évidemment, je savais que la médecine conventionnelle rendait les gens malades. Les médecines douces les amélioraient, mais ne les guérissaient pas. Parce que je suis allée visiter des gens en médecine douce et je vais aller voir. J'ai vu que c'était déjà bien plus intéressant que ce qu'on faisait en médecine, beaucoup moins coûteux, pas d'effets secondaires. C'était déjà, wow, hein, bien mieux, bien plus intéressant. Mais je voyais que les gens revenaient. Hein? J'allais au cabinet, j'allais visiter des gens, je voyais ce qu'ils faisaient, puis c'était très ouvert, pas de cachette. Mais les gens revenaient. Je voyais des gens qui revenaient. Ah ben oui, mais ça recommençait, oui, puis ils refaisaient d'autres traitements. Alors j'ai dit, moi, c'est pas ça que je veux. Et en 83, j'avais refait mes cliniques et j'étais avec, j'étais amie de Philippe Dagenet et je lui avais demandé de faire mes cliniques. Il m'avait dit, Guylaine, veux-tu écrire quelque chose sur le mur?
Et ça m'était sorti comme ça. Mais vraiment, vous savez, des fois, on dit des choses, puis on s'entend le dire. Ça m'était sorti, oui, la santé illimitée. Bon, il a mis ça sur le mur. J'ai vécu avec ça pendant 10 ans sur les murs de mes cliniques. Je savais pas ce que ça voulait dire. Mais je savais, au fond de moi, qu'il y avait une façon, une possibilité d'être en parfaite santé tout le temps qui coûte rien. Et c'était ça que je cherchais. Donc, les médecines douces, c'était pas encore la réponse. Et là, je suis allée plus loin encore. J'ai cherché. Puis, je me suis promenée toutes ces années-là. J'ai beaucoup voyagé. Je suis allée voir du monde. Je suis allée jusqu'en Sibérie. Voir du monde, toutes sortes de choses. Et en 92, je suis allée à un congrès à Amsterdam. Un congrès de sida. Sur le sida, organisé par les malades, les journalistes alternatifs, les malades, journalistes alternatifs et puis les thérapeutes. Donc, pas de médecine conventionnelle et pas de médias conventionnels. Alors, là, il y avait des gens qui étaient là, qui disaient, moi, j'ai le sida depuis 15 ans. Hey, attends un peu, là, il meurt au bout de 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? OK? Puis je savais déjà, moi j'avais lu, je savais que le sida n'existait pas, que c'était complètement monté pour expliquer les morts, notamment en Afrique, ça mourait comme des mouches, hein? Puis il fallait trouver une explication. Alors ça a été tout monté. Il n'y en a pas de sida, c'est pas vrai, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. En tout cas, j'explique tout ça dans le livre. Ça, je savais ça. Mais là, je rencontrais des gens auquel on avait dit, tu vas mourir dans 2 ans, ça faisait 15 ans de ça. Ça m'intéressait. Parce que quand on dit à quelqu'un, tu vas mourir dans 2 ans, où est-ce qu'on prend l'information? Chez les morts. Chez les morts. Moi, je voulais l'information chez les vivants. Et voilà donc que je les trouvais. Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous avez fait? Et là, j'ai réalisé que tous, c'était ça. Avant de mourir, et c'était presque la même réponse qu'il y avait tout le temps. Avant de mourir, je me suis dit, je vais mourir dignement. Si je suis pas mourir, je vais mourir, mais dignement. Toutes les pilules à la toilette, la chasse, ils ont été malades de sevrage pendant 1 jour ou 2, puis après ça, ils ont commencé à aller mieux, puis ça faisait 15 ans de ça. Oh! Là, j'avais l'information que je cherchais, qui venait dire quoi? L'autorité est à l'intérieur. Alors, voyez-vous comment ça se recoupait, la souveraineté de l'individu, la souveraineté intérieure. Et la guérison est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Et c'est quand je reprends mon pouvoir, quand je reprends conscience de qui je suis, l'être suprême, qu'on a toujours mis en dehors, quand je prends conscience que cet être suprême est à l'intérieur, pas des petits morceaux, je suis pas la fille de Dieu ou fils de Dieu, je suis Dieu au complet, que j'ai baptisé Dies justement pour cesser cette référence extérieure, et que je suis la divinité au complet avec tous les attributs qu'on a toujours donnés à un Dieu extérieur, de santé parfaite, d'amour infini, d'immortalité, hein, de toute puissance, etc., de joie. Là, je me suis dit, oh, là, je touche quelque chose. Et là, c'est là que j'ai vraiment pris très clairement conscience que l'état de santé, mon état de santé de mon corps, n'était que le reflet de l'état de santé de ma conscience. Et à ce moment, j'ai dit, forget le corps, ça n'a rien à voir, OK? Occupe-toi de la conscience. Et c'est ce que je fais depuis et que je vais partager avec vous après cette pause. Amen.